Bonjour et bienvenue dans le 7-8 l'hebdo, votre émission pour rattraper l'actualité de la semaine dans les Yvelines est ravie de vous retrouver au sommaire ce vendredi 22 mai. Des caméras prenant la température dans 70 lieux du département accueillant du public, c'est l'une des solutions trouvées par Seine et Yvelines Numérique pour compléter son protocole sanitaire. Nous verrons leur fonctionnement dans cette édition. Réouverture des écoles, des commerces, des petits musées et des lieux de culte. 2 semaines après le début du déconfinement, nous ferons le point sur cette crise sanitaire avec la préfecture des Yvelines. Installation des nouveaux conseils municipaux, la ministre des Sports en déplacement dans les Yvelines et une année exceptionnelle pour le miel. Nous reviendrons sur ce qui a marqué l'actualité cette semaine dans notre département. Pour compléter son protocole sanitaire, le département et son syndicat mixte Seine et Yvelines Numérique ont décidé d'équiper le service accueillant du public de caméras thermiques. 70 lieux seront équipés au 1er juin, reportage. Dans le centre d'action sociale du département des Yvelines de Trappes, il y a déjà les masques, les signalétiques de distanciation sociale, le gel hydroalcoolique à disposition et du plexiglas pour respecter les gestes barrières. Mais le syndicat mixte Seine et Yvelines Numérique voulait aller encore plus loin dans la protection. Les centres accueillants du public comme celui-ci seront équipés de caméras thermographiques. L'avantage de cette caméra, c'est qu'elle permet de prendre la température à distance, donc on respecte bien les gestes barrières, et on peut prendre plusieurs personnes en flux presque tendu, j'allais dire, puisqu'on peut prendre une personne toutes les secondes. 500 000 € ont été investis par le département pour ces caméras qui seront installées à l'accueil. Les agents seront amenés à prévenir les visiteurs de la présence de cette caméra. Ils pourront décider d'accepter ou non que leur température soit évaluée sans aucun contact et les données ne sont pas enregistrées. Voilà, donc vous avez son image qui apparaît avec un bip sonore qui annonce qu'il a donc une température au-dessus du seuil fixé par la caméra. Ici, la température élevée est celle du verre d'eau chaude utilisé pour la démonstration, mais si c'était celle de son corps, un protocole spécial serait mis en place. On va le recevoir et on va adapter en fonction aussi de pourquoi il est venu. On va répondre quand même à sa demande autant que possible. On va l'adapter, mais on va déjà lui donner un conseil vraiment de premier abord en disant vous avez de la fièvre, on vous conseille d'aller voir le médecin. On peut même vous aider à accéder au service Covid proche ou de voir un médecin. L'outil est avant tout préventif et permet au personnel d'adapter son comportement avec les visiteurs. Les caméras seront mises en place le 1er juin. D'ici là, le personnel sera formé à l'utilisation de la caméra et au protocole l'accompagnant. 2 semaines après le début du déconfinement dans les Yvelines, département classé en zone rouge, Grégory Canalet fait le point avec la préfecture. Avec Thierry Laurent, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déjà, en ce pont de l'Ascension où la tentation pouvait être grande de partir à plus de 100 km de son domicile pour le week-end, ce qui est formellement interdit, aussi à observer moins de prudence avec ces beaux jours qui reviennent. Est-ce que les Yvelinois ont fait preuve de prudence jusqu'à présent ? Sur les déplacements et sur les routes, globalement, oui. La police, la gendarmerie étaient présents pour exercer des contrôles. Quelques infractions ont été relevées, mais la plupart des automobilistes disposaient des attestations nécessaires pour leur déplacement. Et est-ce que c'est le week-end de l'Ascension justement et de la Pentecôte qui va suivre, est-ce que la mobilisation des forces de l'ordre dans les Yvelines est plus forte en ce moment ? Cette mobilisation est forte depuis le début du confinement. Elle s'est poursuivie avec le déconfinement. Elle se poursuivra évidemment pendant ce week-end prolongé. Mais on observe notamment sur les autoroutes un trafic moins élevé que l'année dernière à la même date. Le déconfinement qui est effectif partout en France et dans les Yvelines depuis le 11 mai. Quel premier bilan vous dressez après 2 semaines justement de ce début de déconfinement ? Il est encore trop tôt pour évidemment dresser un bilan complet. Les choses globalement se passent dans un bon esprit. Il y a d'abord l'esprit de responsabilité de chacun de nous, de chaque acteur, qu'il soit public ou privé, qui participe à ce déconfinement. On pense aux élus, aux maires, qui ont beaucoup travaillé pour la réouverture des écoles, par exemple, avec les enseignants, pour convaincre aussi les parents de remettre les enfants dans les écoles. Donc ce déconfinement, il est progressif et il se construit sur la confiance et dans le dialogue avec chacun. Sur les comportements aussi,
les choses, globalement, vont dans le bon sens. Il n'y a pas d'incident signalé dans les transports en commun. Bien au contraire, l'immense majorité des usagers portent leur masque. Et les forces de l'ordre, par exemple, n'ont pas besoin de verbaliser pour des non-ports de masque, puisque ce n'est pas le cas. Vous évoquez justement le cas des écoles. 55% des villes et villages du département ont entamé une démarche de réouverture de leurs écoles, ce qui représente environ 920 établissements dans les Yvelines. Nous relations cette semaine le cas de 2 cas suspects de Covid-19 à Élancourt qui ont entraîné la fermeture des écoles Willy-Brandt et aussi de l'école de la Ville-Dieu. Est-ce qu'on en sait plus sur ces cas suspects? Est-ce que d'autres situations qui sont similaires ont été rencontrées dans le département des Yvelines depuis la réouverture de ces écoles? Alors sur les 2 cas que vous évoquez à Élancourt, l'enfant et puis l'enseignante qui présentaient des symptômes ont été testés. Ces tests révèlent que ni l'enfant ni l'enseignante ne sont porteurs du Covid et donc l'école pourra réouvrir normalement dès lundi. Il y a d'autres cas et c'est normal. Toute la stratégie sanitaire de déconfinement vise à multiplier les tests pour justement prendre en compte ces situations. Il est donc naturel que des cas nouveaux continuent à apparaître et qu'ils soient traités par l'ARS, par les médecins traitants, et puis qu'on prenne ensuite, quand on est dans une école par exemple, des décisions en lien avec l'inspection d'académie et le maire de la commune concernée. On rappelle que les Yvelines sont classées comme département rouge sur la carte de déconfinement en France, même si on sait que la circulation du virus, en tout cas depuis les dernières données, était au vert. C'est plutôt sur la tension hospitalière que les chiffres sont moins bons. Elle reste plutôt forte avec 630 patients hospitalisés, plus de 40 en réanimation sur le département. Quelle est la situation actuelle dans les Yvelines? Est-ce que les dernières données sont plutôt rassurantes, plutôt inquiétantes? Ce sont les données que vous venez d'évoquer, les données chiffrées que vous venez d'évoquer. Effectivement, la circulation du virus, d'après les chiffres que nous avons, paraît modérée. Il est encore trop tôt pour mesurer l'effet sanitaire du déconfinement. Nous connaissons tous maintenant le délai d'incubation qui va jusqu'à 14 jours. Donc, on n'est pas encore en mesure de voir cet effet compte tenu de la date du déconfinement le 11 mai dernier. Quoi qu'il en soit, quels que soient les chiffres, la vigilance reste de mise. Et la vigilance, c'est le respect des gestes barrières, c'est le port du masque lorsqu'on n'est pas en mesure de respecter la distanciation sociale, en particulier dans les transports en commun, bien sûr, mais ça peut être le cas dans les commerces, par exemple, même si là, le port du masque n'est que recommandé, mais il l'est vivement. On va parler des commerces dans un instant. Juste un mot sur cette cellule d'appui et de suivi pour la Covid-19 qui a été lancée le 12 mai dans les Yvelines. Elle a pour objectif d'identifier et d'accompagner les malades et leurs proches. Le premier bilan que vous dressez sur cette cellule qui est installée à Versailles, quel est-il? Cette cellule, elle fait vraiment partie de la stratégie de déconfinement qui repose sur trois piliers. Des tests massifs dès que les personnes ont des symptômes. Et donc, je ne peux qu'encourager vos téléspectateurs à consulter leur médecin lorsqu'ils ont un doute. Ils seront testés, ils auront la réponse. Le deuxième pilier de cette stratégie, c'est la recherche des contacts. C'est fait soit par le médecin traitant, soit par l'assurance maladie, soit par l'ARS dans les cas les plus complexes, pour proposer aux personnes qui ont été en contact avec une personne malade de s'isoler, elles aussi, dans la plupart des cas, à leur domicile. Et puis, le dernier point, c'est justement l'isolement qui doit être consenti. C'est toujours sur la base du volontariat, qui doit être expliqué. Il faut expliquer à chacun de nos concitoyens à qui on demande de rester à son domicile quel est l'enjeu de cet isolement, et puis qui doit être accompagné. Et c'est ce que fait cette cellule départementale qui va appeler chaque jour les personnes isolées pour prendre de leurs nouvelles, s'assurer que leur état ne se dégrade pas, et qui peut aussi leur proposer un certain nombre de services d'accompagnement dans l'isolement. Ça peut être du portage de courses, ça peut être, dans les cas les plus compliqués, un hébergement à l'hôtel lorsque c'est nécessaire. Mais cet hébergement à l'hôtel n'est pas la règle. La règle, c'est l'isolement chez soi, quand c'est possible. On vous explique quels sont les gestes barrières. Le cas échéant, un médecin, un infirmier, un travailleur social peut se déplacer au domicile pour expliquer comment vivre chez soi sans contaminer ses proches, en portant un masque, en ayant une hygiène, notamment des mains irréprochable, en expliquant comment partager une salle de bain quand on est malade sans prendre le risque de contaminer ses proches.
Alors vous évoquiez aussi le cas des commerces qui ont rouvert depuis le 11 mai, à l'exception des bars, cafés et restaurants pour lesquels une décision sera prise à la fin mai par le gouvernement. Les centres commerciaux de plus de 40 000 m² restent également fermés, sauf sur autorisation du préfet des Yvelines. On a vu dans les derniers jours la réouverture de l'espace Saint-Quentin, notamment à Montigny-le-Bretonneux. Est-ce qu'on pourrait voir pareille décision pour d'autres centres commerciaux, d'autres grands centres commerciaux des Yvelines? Je pense à Vélizy 2, à Parly 2. Est-ce qu'on pourrait voir pareille décision dans les prochains jours? Alors sur l'espace Saint-Quentin, à Saint-Quentin-en-Yvelines, on n'est pas dans la même situation que Vélizy 2 et Parly 2. Il y a une règle sur ces centres commerciaux, c'est une surface commerciale utile de plus de 40 000 m² autour d'un mail clos. C'est la définition d'un centre commercial, donc on n'était pas dans cette situation-là sur l'espace Saint-Quentin, ce qui lui a permis de réouvrir. En revanche, deux très grands centres commerciaux du département sont dans cette situation, Vélizy 2 et Parly 2, qui restent fermés tant que nous restons en zone rouge ou tant que le texte qui prévoit la fermeture de ces grands centres commerciaux dans les départements en zone rouge n'évolue pas. C'est la même chose pour les parcs et jardins, pas de réouverture prévue, vu que le département des Yvelines est placé en rouge. Il y a plusieurs maires qui demandent la réouverture de ces parcs et jardins. Exactement, mais le texte est très clair. C'est le décret sur le déconfinement qui a prévu la fermeture de ces parcs, jardins, espaces verts aménagés dans les zones urbaines des départements en zone rouge, c'est-à-dire que les parcs situés dans les zones rurales du département sont ouverts, mais ça ne peut pas être le cas pour le moment dans les zones urbaines du département. Alors dans le même temps, il y a des domaines, je pense à Breteuil, à Dampierre-en-Yvelines, qui ont soit rouvert, soit qui vont rouvrir dans les prochains jours. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui se prennent au cas par cas. Là, pour le coup, ils sont considérés comme de petits musées, ces domaines? Exactement. En lien avec les maires, avec les exploitants, le préfet a autorisé la réouverture d'une trentaine de petits musées dans le département. Vous évoquiez le château de Breteuil à l'instant. Cela fait aussi partie des échanges que nous avons dès lors que l'exploitant nous explique comment ils mettent en place des gestes barrières, les distanciations sociales, qui permettent une reprise de cette activité qui est à la fois importante pour les établissements eux-mêmes, mais qui est aussi importante pour nos concitoyens, après 2 mois de confinement, de pouvoir s'oxygéner dans des lieux culturels, c'est tout à fait essentiel. Et avec le respect de ces gestes barrières, de ces distanciations, c'est aujourd'hui possible. Un dernier mot pour clôturer cet entretien, Thierry Laurent, sur les lieux de culte. Le Conseil d'État a redonné leur réouverture pour la semaine prochaine. Comment cela va s'organiser dans les Yvelines? Est-ce que ce sont chaque lieu de culte qui décide de leur réouverture de leur côté? Est-ce qu'il y a un travail mené avec la préfecture? Il y a d'abord une attente, c'est celle du décret qui va fixer le cadre de cette réouverture, l'importance des réunions qui pourront, le cas échéant, être organisées dans ces lieux. Ça, nous le verrons au cours du week-end à l'apparition du décret. Ensuite, c'est dans le dialogue, évidemment, avec les représentants des cultes que chacun prendra la décision. Nous, ce à quoi nous serons attentifs, c'est évidemment au respect des gestes barrières, des distanciations sociales dans les lieux de culte pendant les cérémonies. Mais ce que je voudrais dire, c'est que pendant toute la période de confinement, l'esprit de responsabilité des représentants des cultes a été permanent. Nous avons été de façon continue en dialogue avec les représentants de tous les cultes présents dans le département. Les choix qu'ils font sont des choix éminemment responsables. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude sur ce dialogue qui se mettra en place et sur ce qui sortira. Merci Thierry Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne soirée. Et je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du préfet des Yvelines. Depuis le début de l'épidémie, le département comptabilise 473 décès à l'hôpital au 21 mai. À noter également une légère hausse des hospitalisations, plus 9 en 24 heures. Les admissions à réanimation sont, elles, toujours en baisse, une de moins en 24 heures, menant le chiffre à 45. Lundi, le feu vert était donné pour l'installation des maires et adjoints élus au premier tour des élections le 15 mars dernier. Les conseils municipaux entrés en fonction et doivent être installés entre le 23 et le 28 mai. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 5 communes sont concernées. Aurélie Ronze fait le point. Le samedi 23 mai à 10h30, la ville de Montigny-le-Bretonneux sera la première commune de Saint-Quentin-en-Yvelines à installer son conseil municipal. Si le préfet des Yvelines l'autorise, il pourrait se dérouler à la grange de la ferme du Manet en présence du public.
Nous sommes en train d'organiser effectivement les choses pour que chaque personne puisse avoir ses 4 mètres carrés tels qu'ils sont demandés par l'État. Nous avons la capacité, étant donné la superficie de la salle de la Grange, d'accueillir aussi un petit peu de public. Donc nous en avons fait la demande au préfet, nous attendons son retour. Et si le préfet l'accepte, tant mieux, nous pourrons accueillir un petit peu de public. Sinon, nous l'organiserons à huis clos. Et dans ce cas-là, nous sommes en train de regarder pour assurer une retransmission du conseil pour qu'il garde bien sûr son caractère public. À Maurepas, le nouveau conseil municipal sera mis en place également le samedi 23 mai à 15h. Pour respecter les règles de distanciation, il se déroulera au gymnase de la Malmedonne. L'installation du conseil qui sera également déplacée à Coignières. Un conseil à huis clos le lundi 25 mai à 19h45 à la maison de voisinage. Sa durée sera volontairement plus courte en raison des règles sanitaires. Il y a l'installation, l'élection du maire tout d'abord. Ça va être la première délibération, l'élection du maire. Ensuite, il y a la détermination du nombre d'adjoints. Donc on va rester sur ce que l'on avait fait précédemment, c'est-à-dire 8 adjoints, et le nombre aussi de conseillers délégués, donc nous en aurons 3. Ensuite, il y a l'élection des adjoints, et puis ensuite, il y a la délégation des pouvoirs au maire aussi, que l'on va passer lors de ce conseil, et puis enfin l'indemnité des élus. À Elancourt, l'installation du nouveau conseil municipal se déroulera le mercredi 27 mai. L'heure et le lieu sont encore à définir. Enfin, à Manille-les-Hameaux, le conseil se déroulera à huis clos le jeudi 28 mai à 19h, salle de festivités au Trait d'Union. Au total, 5 communes saint-quentinoises sont concernées par ces installations de conseils municipaux. Dans les Yvelines, 215 communes ont désigné leur maire au premier tour en mars dernier. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur l'ont annoncé ce vendredi midi. Le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin. Une décision cependant réversible et conditionnée à une bonne situation sanitaire. Une clause de revoyure est prévue. Le décret sera présenté le 27 mai et des concertations avec les maires de France pour l'organisation et les partis politiques pour la sincérité du scrutin se tiendront. Le 27 mai sera également présenté un projet de loi prévoyant un report des élections en janvier 2021 si les conditions sanitaires ne permettent pas ce second tour le 28 juin. À Saint-Quentin-en-Yvelines, 7 communes sont concernées. Les électeurs devront obligatoirement porter un masque et les modalités de procuration seront facilitées. Quant aux candidats, ils devront adapter leur campagne aux règles de distanciation physique. Mardi, une ordonnance du Conseil d'État imposait au gouvernement de lever l'interdiction des réunions dans les lieux de culte dans un délai de 8 jours. L'institution estime que cette décision, mise en place avec l'état d'urgence sanitaire, était disproportionnée et qu'elle portait atteinte à la liberté de culte. Le décret pris le 11 mai restreint tout rassemblement au sein des établissements de culte, à l'exception des cérémonies funéraires, limitées à 20 personnes. Le Conseil d'État considère que des mesures d'encadrement moins strictes peuvent être prises. Quelle réaction du côté de la communauté juive de Saint-Quentin en Yvelines, des propos recueillis par Wilfried Richy. Tant que je n'ai pas l'assurance que ça peut se faire en toute sécurité, je ne tiens pas à rouvrir. C'est-à-dire que le Conseil d'État revient sur une demande du gouvernement. Mais maintenant, quel est le point de vue des scientifiques, du personnel médical? Est-ce qu'il est vraiment temps d'ouvrir ces lieux de culte pour que les fidèles puissent revenir en toute sécurité et sans infecter d'autres ou avoir des personnes malades dans nos lieux? La pratique du culte, on la continue puisque chacun l'a fait chez soi. Dès qu'ils ont des questions, les fidèles peuvent m'appeler, me demander des renseignements ou des informations. Donc pour l'instant, on continue à se faire. Alors bien sûr, chacun chez soi. Alors que les sports équestres ont pu progressivement reprendre depuis le 11 mai, la ministre des Sports s'est rendue mercredi 20 mai au centre équestre du Perret en Yvelines. L'occasion de faire le point sur les dispositions sanitaires mises en place, mais aussi pour rappeler que l'État est aux côtés de ce secteur. Aurélie Ronze et Patrick Jacques de Dixmude étaient sur place. Les enfants, les gens arrivent par là, donc là on nettoie les mains. Après 2 mois de fermeture, le centre équestre du Perret en Yvelines a rouvert ses portes pour ses adhérents. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, est venue assister à un cours d'équitation. Cours qui peut désormais se dérouler en respectant les règles de distanciation. Une réouverture progressive et pourtant la structure qui héberge 70 poneys et chevaux a malgré tout continué de fonctionner pendant le confinement. C'était une charge de travail importante et les chevaux continuaient à manger, il fallait sortir tous les jours, donc c'était un petit peu un vrai challenge d'arriver avec un tout petit peu moins de monde parce qu'il y avait malgré tout un peu moins on avait 1 ou 2 personnes en moins.
Dans cette structure, le manque à gagner est estimé à 60%. Il y a quelques semaines, l'État a débloqué 70 millions d'euros pour les centres équestres et les parcs zoologiques sur tout le territoire. On a besoin de nourrir et de sortir, de monter les chevaux. Donc cette aide a été conséquente. Et puis nous, de manière générale, le gouvernement a apporté le chômage partiel et nous y avons inclus au ministère des Sports tout l'écosystème de la plus petite association jusqu'au club professionnel. L'État souhaite ainsi inciter les Françaises et les Français à pratiquer de nouveau ce sport. Le directeur du CEPI reste optimiste, même s'il se pose plusieurs questions sur l'avenir. Est-ce que ça va être une priorité pour les gens sur les reprises? Est-ce qu'ils auront toujours un emploi? Est-ce que voilà, c'est des questions aussi plus larges, quoi. On ne peut pas dire youpi, c'est la fête, on continue, quoi. Faut rester vigilant. Avant le confinement, la filière équestre était déjà en tension. Environ 10% de ce type de structure pourrait faire faillite en raison de la crise sanitaire. Mercredi, le Canard enchaîné révélait que Renault envisageait d'arrêter définitivement sa production automobile à l'usine de Flins-sur-Seine. Le 29 mai, le groupe doit dévoiler un vaste plan de 2 milliards d'euros d'économies. Outre Flins, 3 autres sites sont concernés en France. À ce sujet, la sénatrice yvelinoise Sophie Primas a pris la parole en séance des questions au gouvernement. Réponse du Premier ministre Édouard Philippe: nous serons intransigeants sur la préservation des sites France. Une volonté confirmée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui rappelle dans un entretien accordé au Figaro que le prêt de l'État prévu de 5 milliards d'euros n'a pas encore été signé et que Renault devrait montrer sa bonne volonté en respectant 3 points: le développement du véhicule électrique, le respect des sous-traitants et la localisation en France des activités les plus technologiquement avancées. L'usine de Flins emploie 2600 personnes et a assemblé 160 000 véhicules en 2019. Le site produit le véhicule électrique Renault Zoé et la Nissan Micra. Parce que leur nombre déclinait, les Nations Unies ont créé une journée mondiale pour sensibiliser. Et c'est le 20 mai que les abeilles sont célébrées. Avec le confinement cette année, elles ont pu travailler plus sereinement. La récolte 2020 devrait être de bonne facture. Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Pas de chômage partiel pour les abeilles, les butineuses ont été à pied d'œuvre ces dernières semaines. De bon augure pour la récolte. Avec le confinement, les abeilles noires ont profité d'un quotidien simplifié, mais pas seulement. Nous sommes sur une année 2020 qui est globalement exceptionnelle sur le plan météorologique. Nos abeilles ont eu cette chance magistrale de pouvoir butiner depuis début mars jusqu'à, je ne sais pas encore jusqu'à quel moment, mais c'est une année d'exception en termes de capacité donc, de stockage de miel, de stockage de nectar. À Plaisir, 25 ruches hébergent près d'1 million d'insectes. Ces abeilles sont protégées par une confrérie qui fête tout juste sa première année de création. 6 personnes la composent. On a dans l'idée de défendre l'environnement et les abeilles, mais surtout l'abeille noire. Et il y a très peu de confréries en France. On n'est pas forcément apiculteur, puisque le but de la confrérie aussi, c'est d'échanger avec d'autres confréries et de connaître et de faire connaître les produits du terroir. Donc on peut faire venir des cuisiniers, des pâtissiers, tous les gens qui travaillent autour du miel. 2 récoltes sont organisées par an aux alentours du mois de mai et à la fin du mois de juillet. À Plaisir, les abeilles ont déjà donné 20 kilos de miel. Les apiculteurs attendent plus du double pour la 2e collecte. Nous te chérirons, nous te protégerons, et du bon miel toute la vie tu nous donneras. Retour de notre séquence Ça s'est passé. Nous vous ouvrons les archives de TV78 pour revoir les sujets qui ont marqué l'actualité du département. Cette semaine, le bras de fer entre Poissy et l'État autour du centre pénitentiaire de la commune, c'était en mai 2019. La prison de Poissy sera-t-elle déplacée? Une consultation citoyenne numérique va être lancée le samedi 1er juin par la mairie pour connaître l'avis des habitants. Une décision qui fait écho à l'effondrement survenu le 28 mars dernier d'une partie du mur d'enceinte de la prison. Notre prison est édifiée ici depuis 1821, ça fait presque 200 ans. Je ne parle même pas auparavant avec le couvent des Ursulines dans les années 1650. Elle a l'âge de ses artères et elle est de plus en plus dangereuse pour les administrés. Ils ne sont pas à l'abri d'un mur qui s'écroule.
Nous souhaitons aller plus loin et je souhaite consulter les Pissiacais pour savoir si, comme nous, ils souhaitent ou non le maintien de la maison centrale en centre-ville. Pour donner leur avis, les habitants de la commune devront télécharger une application sur leur smartphone ou sur leur tablette. Le dispositif sera également accessible dans les maisons de quartier. Le vote sera quant à lui anonyme et unique. Il y aura 3 réponses possibles, oui, non ou vote blanc. Et nous avons fait appel à un organisme sécurisé proposé par notre partenaire Orange pour pouvoir rassembler l'ensemble des votes en toute confidentialité, qui est une personne qui puisse voter à la fois, évidemment. Les résultats seront dévoilés le dimanche 16 juin à partir de 11h en mairie et seront transmis au ministère de la Justice, gestionnaire de la prison. Il est évident que si les Pissiacaises et les Pissiacais allaient dans le sens d'un non-maintien, donc d'un transfert de la prison ailleurs que dans le centre-ville, ça nous donnerait plus de poids et, je ne veux pas dire de pression, mais plus de poids et plus d'arguments encore pour valider ce que nous souhaitons depuis des années ici à Poissy. Selon l'élu, le déplacement de la prison sur un autre secteur de la ville coûterait près de 80 millions d'euros contre 60 millions pour une rénovation promise par l'État. Pour la remplacer, différents projets sont à l'étude comme un musée ou des espaces verts. Avant de se quitter, n'oubliez pas le 7-8 Culture spécial. L'émission fait le point sur les répercussions du confinement pour la culture. Vous verrez aussi quels sont les sites qui ont pu rouvrir. Ce 7-8 Culture spécial est à retrouver en replay sur notre site internet tv78.com. Et on arrive à la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Votre actualité locale revient dès lundi avec le 7-8 Journal. Bon week-end sur TV78.